guys, bienvenue dans ce 4e First Talk. Et avec moi, comme tous les lundis, deux fous, deux mecs qui ont muté, ils ne dorment plus. Depuis qu'ils font First Team, ils ne dorment plus. Ils vivent NBA, ils mangent NBA. Bah, c'est Erwan, comment tu vas? Ce mec dort plus, tu sais, il n'arrive plus à parler. Mais oui, ça va, on est content de faire ce qu'on fait, on est ravis, même si on dort très peu. Et on a du mal un peu à digérer aussi la NBA, mais bon, écoute, il y a pire sous la dent, quoi. Ouais, c'est clair. J'en suis persuadée qu'il y a pire sous la dent. Ça va, Thomas, toi? Ouais, super. J'ai trouvé un ami. Oui, je vois que t'as un copain. Tank. T'as peur d'être tout seul ou quoi? Non, je suis avec vous. En plus, tous les lundis, je suis très content. Bon, voilà. Au programme du jour, eh bien, on parlera forcément du récap du match Sixers-Cavs. Le débat, ce sera sur les Spurs. Et puis le top 5, ce sera sur les pires recrues de l'été. Mais ça, ce sera juste après l'actu. Bryant, on the move, with the jumper. He got it! Les Warriors enchaînent leur 11e victoire consécutive. Et puis pour un petit rappel, ils viennent de battre Indiana, 2 fois les Lakers, et puis la dernière, c'était samedi, face à Minnesota. Est-ce qu'on peut dire que c'est une équipe au point, ou au contraire, c'est un calendrier favorable? Un peu des deux, on va dire un petit peu des deux, que tu viens de le citer, le calendrier, c'est pas quand même road to the playoff, hein, on va pas se mentir, mais en tout cas ils prennent des matchs, et peu importe le niveau, peu importe le moment dans la saison, quand on gagne 11 matchs d'affilée, ça veut dire qu'on est une équipe au point. En tout cas, qui est en train de se mettre au point. J'aime bien ce qu'ils font. Ils sont inarrêtables sur transition. Steph Curry redevient le Steph Curry qu'on a connu les 2 dernières saisons. Il y avait besoin de réglage finalement dans cette équipe. Kevin Durant avait fait un bon début de saison. Steph Curry avait du mal un peu à se situer. Il a repris les choses en main. La première option, c'est Steph Curry. La deuxième, c'est Durant. La troisième, c'est Klay Thompson. Et je crois que depuis que c'est établi, tout va mieux. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que c'est clairement un mix des deux. Hein. Calendrier ultra favorable, mais ça fait partie des aléas d'une saison. C'est-à-dire que par moment, pendant 5, 6, même jusqu'à 10 matchs, tu joues contre des branquignoles, ou en tout cas des équipes beaucoup plus faibles quand tu joues le titre. Et aujourd'hui, ils en profitent un max, donc tant mieux pour eux. Après, d'un point de vue tactique, n'est-ce pas, c'est clairement une équipe d'attaque. C'est clairement une équipe d'attaque. Là, on est la première, hein, je crois. Ouais, ils sont premiers aux passes décisives. Voilà, c'est ça, et au point. Donc évidemment, on a tous pensé au match contre les Lakers, 149 points marqués, 47 passes décisives. C'était un match extraordinaire en termes de. Tu peux jeter ton Kirby. Oui, c'est pas Kirby, c'est pas évidemment, excuse-moi, mais ça va, ça, hydrocarbure dans ta tête, ça va. Bon pass. Donc le premier truc qui ressort sur cette série, c'est clairement qu'ils se sont trouvés en attaque sur la transition d'abord, mais aussi dans le jeu de passe. Et ce qui est cool avec ces Warriors, c'est le système offensif qui n'a pas changé par rapport à l'année dernière. C'était leur force en attaque. Ils ont des forts joueurs, mais ils ont un bon système offensif. Et on va en parler tout de suite sur Kevin Durant. Bah oui, justement. Alors, qu'en est-il de Kevin Durant? Est-ce qu'il est efficace et pourquoi? Ah ouais, efficace, il est efficace. Il est terriblement, mais je vous dis, la hiérarchie est faite. On voit Steph Curry beaucoup plus avec la balle, jouer autour du pick and roll, aller trouver des solutions pour des catch and shoot sur Kevin Durant ou Klay Thompson. Il y a une hiérarchie qui a été enfin établie. Tout le monde semble l'avoir respectée et ça marche bien. On voit aussi beaucoup plus Javal McGee. C'est intéressant. On voit ce grand tonton, enfin, ça leur met de la verticalité, du rebond, on le trouve beaucoup sur Alley-oop, ce que Zaza Pachulia est incapable de faire. On en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. Juste avant de passer à autre chose, sur Kevin Durant, c'était le fit parfait. Quand tu remplaces Harrison Barnes, qui était très bien. Écoute-moi, attends. Merci, bonne info. Non, laisse-moi finir. Oh, commence pas là, dès le matin. non, évidemment, c'est le fit parfait parce que c'est un gars qui est super fort sur le 1 contre 1, on le savait. Ah bon? À OKC, non, mais c'était dans le sens, à OKC, dans un. Aussi, non? Très fort. À OKC, avec des systèmes faible et peu créatif, il tournait quand même à 50, 40, 90. Là aujourd'hui, il a plus de 56% de réussite avec des tirs ouverts, des end-one et les 1 contre 1 sur les fins de possession où il est très fort. Donc là aujourd'hui, c'est le fit parfait et ça marche très bien. Il ne marche, tu l'as dit, il ne marche pas sur les pieds de Steph Curry, ils sont hyper complémentaires. Donc je me dis que là, on est en train de voir quand même une armada qui se met en place avec une nouvelle arme et ça. Tu vois, pour les playoffs, ça peut être vraiment incroyable. Mais justement, ils se déplacent ce soir à Atlanta, qui sont 3e de la conférence. À quoi on peut s'attendre? Atlanta sort d'un petit road trip où ils ont été assez tragiques. J'ai l'impression qu'ils ont voyagé en Renault Fuego tellement qu'ils arrivaient au match, ils étaient catastrophiques. Ça va être intéressant parce qu'à domicile, ils sont quand même mieux Atlanta. Il y a de la viande avec Dwight Howard qui est plutôt bon en ce moment. Ça va être un test. Mais de toute façon, leur vrai test, ça va être retrouver les Spurs, parce qu'on sait que le premier match n'a pas été un vrai match, croiser les Cavs et les Clippers. Voilà, et les Clippers. Ouais. Voilà. Ça sera là les vrais tests pour eux. Au programme également, quelqu'un qui voit double, qui voit même triple, mais il n'est pas sous alcool. Hein. Ah, c'est normal. C'est Russell Westbrook. évidemment, le gars vient de signer le 44e triple-double de sa carrière et le 6e de la saison quand même. Non, il est intenable. Ce qu'il fait au niveau des chiffres, c'est énorme. Commence pas à le défoncer. Non, mais sois positif. Je suis très positif. Ce que fait ce mec-là, on ne l'a pas vu depuis des années. Ça fait voir des décennies. Ce que fait ce mec-là est unique en NBA. Mais voilà. Individuellement. Je te laisse la parole là-dessus, on finira différemment. Oui, mais bon, voilà, il est sur les bases, après 15 matchs de NBA, sur les bases d'un triple-double à Oscar Robertson. Voilà, je pense qu'il faut
saluer, si tu me Donc, refais tu es en trop, train et de dire salut. Il peut finir la saison avec un triple-double de moyenne. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, sur une va saison, c'est s'essouffler. très très long, il va s'essouffler. Si déjà il finit à 30 points, 10 passes, 8 rebonds, c'est déjà extraordinaire. Là, aujourd'hui, il est sur ces bases-là. En fait, le signe qui me dit qu'il pourrait y arriver, c'est qu'il est vraiment tout seul. Il utilise tous les ballons de son équipe. Et derrière, il n'y a personne qui va lui dire, gros, tu croques. Là. Donc, sur une saison, tu vois, il a le coffre pour le faire, il a l'énergie pour le faire. Donc, ce serait extraordinaire qu'il aille au bout avec un triple-double. Donc, il a signé son 44e triple-double de sa De carrière. sa carrière, Et LeBron, par contre, lui, il en a fait 45, ça y est. 45, Hier soir. avec beaucoup plus de matchs. Il a regardé, il a vu 44, il a dit, Non. petit, arrête tes conneries, moi je suis meilleur. Après, Russell Westbrook, voilà, il est parti sur certainement, il va se rapprocher des tout meilleurs sur la fin de sa carrière dans les triples-doubles, j'en doute pas. Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur l'impact dans le jeu. Non, mais c'est un mec, on Ils dit. sont à 18, hein. Ils font 18, ils ont commencé avec 6-0, c'est ça 6-1. Ok, donc tu vois, déjà, on est quand même sur une pente importante. Saison NBA. Ils gagnent des matchs très ric-rac des fois sur des fins de match grâce à Westbrook, mais ils commencent à en perdre aussi. Ils prennent des tôles. C'est un mec, ils prennent des tôles, et c'est un mec qui garde la balle tout le temps. Moi, ça me fait trop rire quand on dit, mais non, il fait des passes D. Il a la balle tout le temps. Sur contre-attaque, il lâche pas une boule demi-terrain, il dribble jusqu'au lancer franc pour aller trouver des mecs qui courent, comme Kanter, Adams ou Geoffrey Lauvergne, mais il a la balle tout le temps. On a fustigé des Kobe Bryant à une époque qui prenait tous les tirs, mais moi, un mec qui prenait 35-40 tirs, c'est pareil qu'un mec qui prend 25 ou 30 tirs et qui fait 10 passes. Il a un déchet sur jeu rapide quand il va sur un contre 3 et garder la balle 20 secondes pour faire une passe à un mec qui va marquer, c'est pas ça un joueur altruiste. Moi je pense qu'il pour l'instant il monopolise beaucoup trop la balle, gros. Moi, je suis d'accord, il lâche pas une boule. Il croque. Wow, c'est le premier joueur NBA qui croque. Mais bon, t'es sérieux, ça fait partie du jeu. Moi je te dis, j'espère sincèrement pour ce garçon et pour son équipe qu'ils iront en playoff et là on dirait, ça veut dire et là, je m'inclinerai. Pour l'instant, tu t'inclineras. je m'inclinerai sans problème. Ouais, je Donc ça veut dire que pour l'instant, le gars, il préfère ses stats aux victoires. Oui, par contre, ça. Il joue un peu pour les stats, par moment, ça se voit aussi. Hein. Quand il veut s'arracher, sincèrement, quand il va monter sur ses grands, prendre des rebonds et tout. Non, mais moi, je te dis, la saison est longue. je crois qu'on est d'accord. C'est un joueur extraordinaire. Bon, là, voilà, intrinsèquement, peut-être le meilleur aujourd'hui, pourquoi pas, avec LeBron. Mais aujourd'hui, il joue pour les stats. Il veut gagner des matchs, c'est un gagneur, vous connaissez toutes ces conneries-là. Mais parfait, c'est un gagneur. Le problème, c'est que d'abord, tu as raison, de temps en temps, le gars, il y a son grand qui va prendre le rebond, et ben il va aller le chercher pour la stat, clairement. Et puis, il gère mal les fins de match, et ça, on en reviendra toujours là-dessus. Il prend des tirs à 2 mètres de la ligne à 3 points quand il reste 3-4 secondes, alors que t'es un animal, va prendre des fautes. Par exemple, va sur des lancers francs. On est d'accord, mais sauf que ça fait aussi partie du jeu, malheureusement, je crois. Thomas, quelle est l'évolution on va aller un peu plus loin. Quelle est l'évolution de la carrière de Russell Westbrook? Comment tu peux construire aujourd'hui autour d'un mec comme ça qui monopolise autant la gonfle et pour qui tout passe? Parce que tout passe. Transition, jeu de pick and roll. Non, mais mettre des mecs autour. Qui va avoir envie de jouer autour de ce mec-là? À une époque, Kobe, personne ne voulait jouer autour de lui parce qu'il prenait tous les tirs. Aujourd'hui, on en revient au même. Même si les stats ne sont pas les mêmes, on en revient. C'est le même principe. Je crois, Erwan, sincèrement, que l'équipe qui va évoluer autour de lui sur les 2-3 prochaines années, elle est déjà en place. Ils ont signé des mecs très chers, Léo Ladipo, les Steven Adams, très chers, parce que pendant 2-3 ans. Potentiel max, demi-finale de conf, mais alors potentiel max du max. Mais qui leur parle de toute manière d'aller chercher le titre? Personne aujourd'hui. Donc c'est un mec qui fera des stats, qui regoutera plus jamais au final NBA. Ce sera pas le premier. Bah justement, et aujourd'hui, ils en sont à 10 victoires, 8 défaites. Ils sont 6e de la conférence Ouest. Est-ce que c'est c'est pas mal. Non mais c'est correct. C'est bien. Mais après un gros départ, de toute façon. Le Thunder, faut pas se tromper, c'est la lutte pour les playoffs. C'est être dans les 8. Donc là, ils sont dans la lutte aux playoffs. Ils sont même bien placés. Ils sont même bien placés pour l'instant. Je pense que la spirale est en train un petit peu de s'inverser. On verra dans les prochaines semaines s'ils arrivent à maintenir le cap. Mais les Lakers vont être dans la course. Les Kings vont beaucoup mieux. Les Kings tu nous parles des Kings là vraiment? Mais les Kings vont Il n'y a pas mieux que les Kings comme exemple. Il y a d'autres trucs. Même Memphis est très fort et tout. Et encore, ils seront même pas dans la lutte. Ils seront dans top 5. Donc voilà, ils seront dans la lutte. Maintenant, j'espère pour eux qu'ils y seront sincèrement. Dans l'actu également, Kevin Love qui a marqué 34 points dans le premier carton. Il le dit tellement bien. Le premier carton, donc tout va bien. 34 points dans le premier carton, tout va bien pour lui et pour les Cavs. Donc. C'est à l'image de sa saison. Kevin Love est bien dans ses baskets et super adroit. Donc là, il nous sort quand même un match à 34 points, record de franchise. On se souvient il y a 2 ans, Klay Thompson qui a mis 37 points sur un carton, 8 sur 10 au tir. Et c'est vrai que c'était un moment de grâce. Alors ça, on l'a vu un peu. Merci à notre chef d'aide qui 8 sur 10 à 3 points, ça fait 80%. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi qui ai arrêté l'école en CE1, j'avais du mal. Merci beaucoup. On a des mecs qui bossent et il faut le souligner quand les mecs bossent. Donc clairement, 34 points. Mais c'est vrai que la performance était incroyable. On a regardé le carton ce matin, Erwan. Bon, déjà, on pourrait parler de la défense.
Bon, au bout d'un moment, il y a un mec qui enchaîne, vous voulez pas le sabrer, le coller, faire les trucs, mais c'est souvent sur les premiers oui, ballons, c'est ça. sur la transition, il était souvent tout seul, et il a eu du mérite de mettre dedans. Et à un moment donné, quand tu mets dedans... Après, il y a beaucoup de pick and pop, mais c'est ça qu'on a été un peu surpris par la défense, notamment de Moarclaes et tout. Pourquoi le stade des ventes ne fait pas ça avec Stéphane Brun, Erwan? Ouh, ok, mais je pose des questions. Pick and pop, simple, tir ouvert. Prochain débat de First Team. Petit bisou. Pourquoi Steph Brun n'a pas plus de pick and roll, N'a tête de pas raquette? deux pick and pop tout court. Hein. Petit bémol, il est à 34 points dans le quart-temps, il reste encore 1 minute 30 ou 2 minutes. Pourquoi Kyrie Irving lui donne pas plus la balle pour essayer d'aller chercher le record? Pas très sympa. Ouais. Bon, pour finir dans l'actu, Kevin Martin, lui, après sa retraite, le scoreur fou après sa retraite, scoreur fou, ouais. après 12 saisons et 33 ans. Ouais, Ouais. Belle carrière Qu'est-ce qu'on peut d'un retenir? Quel souvenir? joueur sous-dimensionné physiquement, qui a mis des cartons de partout où il est passé dans des équipes moyennes, pour pas dire rincées, mais il a eu ce mérite de mettre des paniers toute sa vie, d'être adroit, d'être shooter. Moi, pour répondre à ta question, ce que je vais retenir de lui, c'est sa mécanique de tir très particulière, avec un pourcentage monstrueux. On peut souligner, donc, on voit 17,4 points sur 12 ans de carrière, c'est énorme, et surtout, c'est 6 saisons à plus de 20 points. Ouais, clairement. C'est énorme. Tu l'as dit, c'est un scoreur fou. Tu sais, il y a des mecs naturellement qui mettront des points. Lui, on l'aurait fait jouer le dimanche matin en loisir, il aurait mis des points. Tu le fais jouer en NBA. Tu le fais jouer en NBA. De mettre des points en loisir, on en est sûr. Donc plus de 24 points donc, sur une saison, ce qui est énorme. Moi, ce que je vais retenir de lui, au-delà de son jeu dégueulasse, c'est son passage à OKC. Il a eu une chance, à un moment donné dans sa carrière, de montrer quel joueur il aurait pu être. Il était 6e homme, il arrive dans le transfert contre James Harden, donc on le met 6e homme à la place de James Harden, donc pas du tout meneur que dans le scoring, il a jamais assuré. Il a fait une bonne saison d'un point de vue statistique, mais dans les playoffs, il a jamais su élever son niveau de jeu, et c'est sa grande limite. Et c'est là peut-être le point noir de sa carrière. Bon, pour annoncer sa carrière, lui, il a acheté un encart dans le journal de sa ville. Ça, c'était sympa. C'est quelqu'un qui est vraiment attaché à sa ville. Je crois qu'elle s'appelle Zanesville, dans l'Ohio. Okay. Zanesville, et oui, et en plus, Le mec qui faisait c'est Vanesville. Vanesville, Ouais, c'est la tienne. C'est vrai, Municipal que je conseille aux gens. Mais non, mais il a surtout pensé aux jeunes, les jeunes sportifs de sa ville. Il a donné 100 000 $ pour les sportifs en dehors et sur le terrain. Il n'y a toujours pas moyen de récupérer 100 balles là-dessus. Non, il n'y a toujours pas moyen. Nous, on passe à la suite. Et la suite, c'est le match. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Hier, les premiers de la conférence Est se déplaçaient chez les derniers. Et évidemment, les Cavs se sont imposés 112-108. Qu'est-ce qu'on retient du match? On retient plein de choses. Surtout que les Cavs, c'était pas la Alors, folichon. c'est jamais simple quand le premier rencontre le dernier. C'est Juste pour rappel, la cote était à 10 pour Philadelphie hier. Dans le sport, c'est historique. Quand les premiers vont chez les derniers, c'est toujours un peu des matchs pièges. Et ça l'a été. Surtout dans dimanche midi. Voilà. Et ça l'a été. Et beaucoup de crédit, on va commencer là-dessus, beaucoup de crédit pour les Philadelphie Sixers qui vraiment montrent de belles choses. Ils ont commencé le match pied au plancher, un 10-0, et leur montrer, les gars, vous êtes plus forts que nous, mais si vous voulez venir gagner chez nous, va falloir s'employer, et c'est ce que les Cavs ont dû faire. Ouais, franchement, on va rester 2 minutes sur nos amis de Philadelphie et de Joel Embiid, qui encore hier soir sort un match à 22 points, 3 sur 4 à 3 points, c'est quand même fou pour des pivots de tourner à de tels pourcentages. Et puis au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a une vraie envie. Moi, j'ai envie de saluer un mec dont on ne parle jamais, c'est Brett Brown. Brett Brown, c'est pas le meilleur coach du monde. Il a galéré ces 3-4 dernières années depuis qu'il est à Philadelphie. Il a fait des coups, on se souvient de Carter Williams quand ils vont gagner contre Miami, des trucs comme ça. Mais là, aujourd'hui, avec une équipe sans... Il avait un pire pourcentage que Jean-François Copé, notre ami. Donc c'est dire de victoire, horrible, c'est clair. Et en fait, le truc qui me vient comme ça, c'est dans les matchs un peu coup près, sur une saison, avec un effectif plus intéressant, Ben Simmons qui va revenir dans le cours de l'année, pourquoi est-ce que ce Brett Brown ne pourrait pas être un des bon entraîneur de la NBA, tout simplement. Alors, on n'en parle jamais, c'est pour ça. Tu fais bien, Greg Popovich l'a souvent souligné, que le bilan Spurs, il est passé par les Spurs, comme beaucoup de coachs, que le bilan de Brett Brown et des Sixers ces dernières saisons ne reflétait pas du tout la qualité et la valeur de Brett Brown. Et je crois que cette saison, avec une équipe un peu plus au complet, avec beaucoup moins de blessures, et puis une équipe de basket, je crois qu'il est en train de prouver exactement les dires Greg Popovich. Et c'est très bien que tu le soulignes, Thomas. Justement, quelle est pour vous la stat du match, le chiffre? C'est le triple-double, on l'a effleuré tout à l'heure, c'est LeBron qui donc nous sort un match à 45, son 45e triple-double. 45e triple-double. Donc 26 points, 13 passes, encore incroyable. Il est dans le top 3, top 4 des meilleurs passeurs de la ligue, 10 rebonds. Il est allé chercher ses rebonds pour faire ce triple-double. Et puis c'est l'influence qu'il a. Il joue meneur d'abord dans cette équipe, c'est pas Kyrie Irving, et donc clairement deuxième arrière. Il monte la balle, il est dans la transition, il fait des passes, il cherche les mecs, il a quand même une vista, LeBron, tu vois, sur les pick and roll. À l'opposé, facile. Et ouais, moi, il continue à m'impressionner. Donc oui, c'était le triple-double, son 45e en carrière. La stat du match qu'il fallait retenir. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on peut penser du Big Three?
finalement. Il est en forme. Ils sont en pleine forme. Kevin Love commence fort le match. Il y a deux doubles-doubles et il y a un triple-double dans ce match. Il se fait ouvrir l'arcade, il revient dans le match en mode vaillant. Et puis je te dis, ils sont menés de 10 points, de plus de 10 points. Tout le match quasiment. Et ils reviennent à la fin. Ils font le taf dans le dernier quart-temps. Le banc n'a pas été extraordinaire hier. James Jones met quelques paniers. J'ai bien aimé Tristan Thompson à un moment donné qui s'occupe du cas Joel Embiid. Ok, t'es bien, tu fais le buzz et tout. Je vais m'occuper de toi. Chacun dans son rôle et derrière, les patrons ont fait le taf. Kyrie Irving dans le scoring, LeBron James dans le leadership, Kevin Love dans l'adresse. C'est une équipe qui, pour l'instant, n'a pas besoin de forcer son talent, ça ronronne. C'est assez impressionnant de les voir comme ça, les Cavs. Hein. Bon, est-ce que l'homme du match, c'est Kyrie Irving avec ses 39 points? Bah ouais, 39 points, et puis surtout une influence extraordinaire dans le dernier quart-temps. Kyrie, aujourd'hui, il fait partie des tout meilleurs meneurs de la Ligue, mais il a LeBron avec lui. Vous pensez pas qu'aujourd'hui, donc pas le jeune Kyrie, mais le Kyrie d'aujourd'hui, après les finales, les gros tirs, les trucs, il pourrait pas être le leader incontesté d'une équipe qui va en play-off, d'une bonne équipe avec... un deuxième. Thomas, oui, mais je veux dire, mais s'il n'y avait pas LeBron, parce que sans LeBron, je pense pas que cette équipe aille en finale. Ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas LeBron, il pourrait tourner à 27 et 8 passes décisives, concourir avec Damian Lillard et les autres meneurs de la Ligue au titre de MVP, pourquoi pas. Voilà, je crois que Kyrie Irving, aujourd'hui, confirme le potentiel qu'on voyait de lui au départ, et aujourd'hui, c'est vraiment un top meneur de la Ligue, et clutch, quoi, surtout. C'est encore une fois, hier, c'est lui qui ramène dans le dernier quart-temps et qui va faire gagner le match. Et là-dessus, il est très complémentaire de LeBron James, qui est un joueur énormissime. Mais on sait très bien que sur les fins de match, des fois, c'est pas lui qui a tout le temps, même s'il est capable d'en mettre, faut pas oublier, mais c'est pas lui quand même le plus fiable sur les derniers tirs. Et là-dessus, Kyrie Irving est injouable. Incroyable. Et donc, ça fait que les deux sont complémentaires de manière assez terrible. Bon, victoire des Cavs donc hier soir chez les Sixers. Et bravo aux Sixers. Et bravo aux Sixers qui se sont battus. Bien battus plus que ça. Ah ouais. Pour la gratter, vraiment. On passe au débat. Ils ont commencé la saison par une démonstration chez les Warriors, j'ai du mal, avec les démonstrations chez les Warriors. Depuis, ils sont partout chez eux. Bah, c'est les Spurs qui vont bien. Hein. Les Spurs, malgré la retraite de Tim Duncan, eux, ils restent tranquilles, restent les Spurs. Tout va bien, vraiment. Chez les Spurs, tu l'as dit, ils ont commencé la saison avec une énorme claque chez les Warriors qui était attendue. On l'a dit un peu plus tôt dans l'émission, c'était pas un vrai match, mais en tout cas, eux, ils étaient prêts et les autres pas prêts. Et ça s'est vu dans le score, un plus 30. Mais derrière, aujourd'hui, c'est une équipe qui déroule. Incroyable, le basketball Spurs a encore de l'avenir, parce qu'aussi le niveau de la Ligue est quand même un petit peu faible, on en avait déjà parlé Thomas, mais ce basket-là, voilà, aujourd'hui c'est 14 victoires, 3 défaites, 14e meilleure attaque, 8e meilleure défense. C'est un basket qui peut voyager, et on le voit aujourd'hui avec un vainqueur à l'extérieur. Ouais, c'est vrai que la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que c'est une équipe solide. Enfin, les Spurs, depuis l'arrivée de Tim Duncan en 97, est une équipe solide, est une équipe prétendante au titre. Ils ont eu un petit creux fin des années 2000. Aussi avec David Robinson. Hein. Oui, c'est vrai. Il y a eu juste un creux où les blessés. Il y a eu clairement un passage avec l'arrivée de Tim Duncan, bien sûr. Et là, aujourd'hui, c'est la continuité de Tim Duncan, finalement, et de Greg Popovich, dont on va parler un peu plus tard. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, c'est la tranquillité, la première chose qui m'interpelle. Alors, t'as Pogazol qui arrive, t'as la Marcus Aldridge, mais aujourd'hui Leonard est au top, et vraiment il y a un truc avec les meneurs, les Patty Mills, les Tony Parker, et une équipe qui voyage bien en général, c'est bon signe. L'année dernière, on se souvient, ils sont invaincus à l'extérieur. Invaincus à l'extérieur, une grosse série de victoires. Bon, on explique par cette sérénité, c'est-à-dire que ça change rien. L'année dernière, c'était la meilleure équipe à domicile de toute la NBA, avec même le record all-time dans l'histoire de la NBA. Et là aujourd'hui, c'est à l'extérieur qui démontre leur force. Clairement, c'est une équipe lente, costaud, grande, qui va prendre des rebonds, qui va jouer demi-terrain en plus que sur le jeu rapide et qui va imposer son tempo et son identité de jeu, quoi. Est-ce qu'on peut considérer que coach Popovich est toujours le meilleur coach ? Certainement, pour moi ça l'est. En tout cas, il a une mainmise sur son équipe. Ils sont vaincus à l'extérieur, mais souvenez-vous la sortie après le match contre Dallas. Il gagne tout juste et il sort en conférence de presse, il allume son équipe, il dit qu'ils ont fait un match minable, qu'ils n'étaient pas du tout dans ce qu'il fallait faire et que Dallas aurait dû gagner. C'est une preuve que finalement, malgré le bon début de saison, il garde la main sur son équipe systématiquement et ça, c'est la marque des grands coachs. Pas une fois, il va les laisser s'enflammer. Bon, c'est pas le style de la maison, mais voilà, il a une vraie mainmise sur son équipe et ça se sent et ça se voit. Et derrière, d'ailleurs, après Dallas, ils sont allés gagner à Boston de fort belle manière et ils sont allés gagner aussi à Washington de manière assez tranquille. Kawhi Leonard est le meilleur marqueur de la franchise. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Que c'est l'un des MVP de cette début de saison, tout simplement. Lui, Lali, alors d'abord, c'est le meilleur défenseur depuis 2 ans. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier. Aujourd'hui, il est sur ses meilleures bases en carrière. Donc, il a plus de 24 points. Et puis, là, il est papa. Voilà, on parle souvent de lui. Non, mais il est patron dans le jeu. Et c'est lui, clairement, le leader. Fade away. Il va prendre des tirs à 3 points. Il est sur ses... Tu vois, il est à 46% et 38% au tir à 3 points. Et il prend des gros tirs. Il est clutch. Ça, on le savait. Force sur les lancers. Et puis voilà, quand tu allies
top niveau en défense et être aussi fort en attaque, c'est là aussi qu'on doit juger les mecs. Parce que James Harden, c'est peut-être le meilleur aujourd'hui sur son poste, pourquoi pas, mais il défend pas un copec. Là, on a un mec c'est le meilleur des deux côtés peut-être aujourd'hui. Si on a les Sylvain, pourquoi aujourd'hui ce serait pas lui le MVP? Il a le bilan avec son équipe, il a le niveau de jeu des deux côtés du terrain. En tout cas, clairement, il fera partie des discussions, donc j'en doute pas une seconde. C'est un joueur qui aujourd'hui, sa dernière étape, et c'est ce qu'il est en train de faire, vers l'excellence, c'est terminer les matchs, c'est mettre les gros tirs, et cette année, c'est ce qu'il fait. On se souvient, les 2 dernières années en playoff. Après, c'était le playoff, c'est encore un peu différent, bien sûr. Les 2 dernières années en playoff, il passe un peu au travers contre les Clippers et les nerfs contre OKC quand il faut finir les matchs, il disparaît un petit peu. Je pense que c'est des choses, c'est du vécu, c'est encore un jeune joueur, c'est du vécu pour lui. Et, il est jeune de fou, ouais, c'est voilà, ça donc je pense qu'aujourd'hui, ça y est. Duncan est parti, c'est lui qui va finir les matchs. Parker n'a plus les capacités de le faire. Ginobili n'a plus les capacités de le faire. Donc aujourd'hui, naturellement, c'est lui qui le fait et ça se sent, il est complètement libéré. Bah justement, tu viens de le dire, Tim Duncan est parti. Il est remplacé par Pau Gasol. Est-ce que c'est une réussite? Comment on peut le voir? C'est un basketteur, Pau Gasol, très intelligent, bonne lecture, vraie culture du jeu, donc forcément il rentre dans ce moule Spurs sans problème. Après, c'est même une évidence qu'il y a. Après Pau Gasol, aujourd'hui, il a 37-38 ans, on ne peut pas attendre de lui d'avoir un niveau All-Star. Ce qu'il fait, c'est honnête. Il a 36 ans, le monsieur. Bah ouais. Il est 81 alors. À 81, je croyais qu'il était 81. Donc bon, 36 ans, ça va. Il est quand même le meilleur rebondeur de l'équipe. Oui, après, rebond. Il n'y a pas d'énormes rebondeurs dans l'équipe non plus. Bah, ça fait partie de ces équipes où le temps de jeu est hyper dispatché, ça fait partie du truc. Aldridge, Pau Gasol, Kawhi Leonard sont à plus de 6 rebonds. Donc déjà, tu vois, ça centralise quand même. Voilà, donc clairement, après Pau Gasol, c'est vrai, c'est un super basketteur. Et je crois qu'on n'a pas encore vu le potentiel de ce gars-là sur cette équipe. À 36 ans, non, sur l'équipe. Et je pense que lui, ça va être en playoff, que ça va être intéressant de le voir. Et comment il va supporter les duels face aux gros babards, parce qu'il est poste 5 dans cette équipe. Est-ce qu'il va pouvoir supporter? Est-ce qu'il va tenir le choc? C'est là-dessus qu'on l'attend, ce gars-là. Bon, pour revenir à l'équipe, est-ce qu'on peut considérer que les Spurs sont meilleurs que les Warriors ou les Clippers? Jouons au jeu des comparaisons. Moi, aujourd'hui, je vais te dire que je les vois meilleurs que les Warriors pour une raison évidente, c'est le banc. Aujourd'hui, les Spurs ont un vrai banc. On a vu ces derniers matchs, cette dernière semaine, Davis Bertens sortir, jouer de nulle part, mettre des paniers, défendre, être dans la rotation. Ça, c'est très bien. Dedmon est blessé en ce moment, mais c'est une très bonne rotation intérieure. Il va leur amener de la dureté. Patty Mills fait du Patty Mills, c'est très bon. Ginobili, voilà, il est toujours en place. Jonathan Simmons est très bon aussi en sortie de banc. David Lee revit complètement depuis qu'il a arrêté le karaté. Voilà, un peu dur. Ça passe. Et donc, non, mais pour l'instant, c'est certainement le meilleur banc de la NBA et on sait qu'en playoff, souvenez-vous, quand les Warriors sont champions, le banc a une part énorme. J'aime bien l'idée. Et d'ailleurs, André Godala est MVP. Et il est en sortant du banc. Il vient dans le 5, mais il vient dans le 5, mais voilà. Ouais, il y a le banc, je suis d'accord avec toi, et il y a la taille. Et on l'a vu sur le premier match, le gros bémol des Warriors aujourd'hui, sur une série, ça va être sa taille. Zaza, il est bien mignon, mais à un moment donné, quand tu fais 2-8 et qu'il y a des gars de 2-15 en face qui prennent des rebonds sur ta tête, ça va être compliqué à gérer. Et je crois que c'est la grosse force, c'est pour ça qu'ils ont pris Pau Gasol aussi. C'est que quand tu prends Aldridge, Dedmon et Pau Gasol en 2 années, tu te grandis. Et tu as de la taille, tu as même des mecs plutôt athlétiques, a priori, avec Dedmon. Et je pense que c'est là-dessus qu'ils vont pouvoir faire la différence sur une série de playoffs. Et par rapport aux Clippers par rapport aux Warriors, c'est ça, mais par rapport aux Clippers, là, pour le coup, c'est exactement l'exemple inverse. Tu viens de parler du jeu intérieur. Moi, Aldridge, Gasol, c'est des forts basketteurs. Dedmon est dans ce rôle de guerrier un petit peu, mais les deux là, je crois que si on veut taper les Spurs, il faut leur rentrer dans la gueule. Le terme est un peu violent, mais je crois que ces deux-là, c'est pas des combattants. Aldridge, si tu le cartonnes, il aime bien aller reculer. Et Pau Gasol, c'est pas non plus le mec qui va le plus au carton. Et donc contre les Clippers, c'est Blake Griffin qui va faire ça. Si, en attaque, en tout cas, Blake Griffin va leur rentrer dans la gueule. DeAndre Jordan va leur rentrer un peu plus dans la gueule. Et ça, je crois qu'ils n'aiment pas. Et je crois que le point faible aujourd'hui des Spurs, et ça serait intéressant de voir le rôle de Dedmon aussi quand il reviendra de blessure, parce qu'en ce moment, il est blessé au genou, c'est de voir ce combat physique. Et je te parle même pas s'ils vont en finale, parce que pour l'instant, face aux Cavs, les Thompson, les Birdman qui jouent très peu et tout. Est-ce que tu crois aux Spurs jusqu'en finale et peut-être même est-ce qu'ils pourraient battre les Cavs? Ouais. Sur une série de 7 matchs, ça se fait. Mais je te dis, après moi, tu mets LeBron, tu décolles LeBron en poste 4 et tu mets après Tristan Thompson dans le combat intérieur et tout, il y a moyen qu'il les fasse échapper. Il risque de perdre des centimètres, mais les mecs sont tellement athlétiques en face. Moi, je crois que le gros point faible, si jamais pour l'instant des Spurs, c'est la lutte à l'intérieur. On voit, il n'y a pas un rebondeur énorme. Et les deux à l'intérieur, c'est des forts basketteurs.
Et Aldridge doit step up terrible aussi son niveau. Pour l'instant, il n'a pas le niveau de All-Star. Moi, je les vois quand même. C'est bizarre comme ça parce qu'on parle des Warriors, on parle des Clippers qui commencent bien, on parle des Cavs en face. Moi, je crois qu'aujourd'hui, s'il y a une série et que j'ai 10 € à mettre, ce seront sur nos amis les Spurs. Donc, tu vois, parce qu'il y a l'expérience, il y a Leonard à un moment donné, tu vois, qui peut step up et tout ça. Et je les vois meilleurs sur une série de playoffs aujourd'hui. Après, que les Cavs. Pourquoi pas les Cavs? Les Cavs, moi, je vois devant les Cavs, devant les Warriors et devant le truc. Ils ont un grand coach, c'est le meilleur coach de tous là. Autour, voilà, Popovich, c'est le meilleur. Ils ont de l'expérience, ils ont le banc, ils ont la taille, ils peuvent jouer plus petit. Leonard en 4 sur LeBron. Voilà, donc. Mais tu as tout à fait raison. Jonathan Simmons sur des missions défensives qui peut aller chercher, Kyrie Irving par exemple et tout. Ils ont des athlètes, mais notamment sur les postes extérieurs. Kawhi Leonard, on en parle souvent en poste 4, c'est pas là où il est le plus à l'aise quand même, contrairement à LeBron. Après, moi je te dis, regarde, poste 4, il va pas jouer vraiment 4, il va jouer Leonard sur le poste 4 avec LeBron, tu vois. David Lee, Pau Gasol, Aldridge, Dedmon, sur les 4, tu as un vrai soldat guerrier et c'est loin d'être le plus talentueux. Je pense qu'en leur rentrant dans la poire à ces gens-là, tu peux leur causer des problèmes. Bon, voilà. Ben on croit aux Spurs alors. Ouais, et puis nous, en tout cas, c'est l'équipe pour l'instant à l'ouest la plus équilibrée, la plus juste. Eh ben nous, on passe au top 5. Ils les ont voulu, maintenant je pense qu'ils les regrettent déjà. Ce sont les pires recrues de l'été. Tu parles pas de Théodore de Tinder, non, non. Dis pas tout. Non, ça c'est vrai, ça se passe pas. Tu veux qu'on en parle ou non, ça va. Donc non, on va parler plutôt des recrues. Al Jefferson qui vient d'arriver aux Pacers. Lui, il était à Charlotte. Exactement. Al Jefferson, donc, qui est en fin de carrière. Hein. Évidemment, on va parler de lui. Non, mais attends, c'est en fin de contrat. Il est en fin de carrière. Il est en fin de carrière. Non, mais enfin, ce qui est drôle, tu vois, c'est toujours pareil. On se dit, les gars, on fait un top 5 des pires recrues. Le gars nous sort 2 matchs, 2 victoires, 2 fois 16 points. Merci, Al. Super, continue, gros. Donc, ouais, non, clairement, en fait, on en a déjà un peu parlé dans l'émission. Et nous, c'est le premier truc qui nous est venu à l'esprit, c'est de mettre Al Jefferson parce qu'il ne matche pas avec le style de l'équipe. Tu veux jouer rapide, tu veux jouer la course, tu veux jouer la transition. Tu prends Al Jefferson en backup sur le poste de pivot. Il n'y a pas un problème, les mecs. Donc, voilà, aujourd'hui, moi, je pense pas que ce soit un bon fit et que c'est un fit à très court terme. Aujourd'hui, Al Jefferson, voilà, je l'ai dit, il est en fin de carrière. Donc, tu le prends, lui, pour jouer 1 an, 2 ans, avec un contrat assez lourd, entre guillemets. Ouais, c'est pas une bonne recrue, à mon avis. Je suis assez d'accord avec ça. Al Jefferson, c'est un mec lent, qui défend pas. Il lui faut la balle pour qu'il puisse exister. Aujourd'hui, il y a Miles Turner devant. Non, il fallait plus prendre un backup différent. Type Amimi ou même Séraphin, qui est plus un attaquant, mais au moins qui va courir cercle à cercle. Là, bref. Ça, ouais. Donc toujours chez les Pacers, et lui il vient d'Atlanta, c'est Jeff Teague. Jeff Teague, ouais, alors même si ça va beaucoup mieux en ce moment un petit peu pour lui, il a été très bon dans la victoire au OKC. Jeff Teague, il est meneur de jeu. On sait qu'on a longtemps pointé du doigt ce poste-là chez les Pacers, et lui qui arrivait avec un vrai passif, les Hawks qui avaient fini premier de la conférence Est, Jeff Teague All-Star, finale de conf, et ben là, on attendait beaucoup plus de lui, beaucoup plus d'emprise sur le jeu. Ça va un petit peu mieux dans les matchs, mais il mérite quand même d'être dans ce top 5, malgré des stats en hausse et qui restent tout à fait corrects. Bon, il y en a un autre, c'est Bobo. Boris, qui vient des Spurs et qui est chez le Jazz. Ça nous fait mal au cœur parce qu'on l'aime beaucoup, Boris, mais clairement, son début de saison, alors il a été blessé, certes. Tonton, il a 3 points de rebond, le gars. Faut qu'il arrête ses conneries aussi. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, on peut dire ce qu'on veut. Facilitateur de jeu, fait altruiste. Oh, t'as 3 points de rebond. Mec, au bout d'un moment. Nous, on adore Boris Dio. En plus, ils lui ont fait confiance, ils l'ont mis dans le 5, Derrick Favors c'est sur le banc, machin. Ouais, il peut pas sortir les 3 points de rebond. Et c'est pas comme si l'équipe marchait du feu de Dieu, ils sont premiers de la conférence. Non, je pense qu'il a vraiment un apport à amener dans ce jeu où il y a beaucoup d'athlètes, beaucoup de jeunes joueurs. Et justement, il peut amener, par son expérience, il peut amener de la justesse, de passe. Des choses intérieures. Et là, ça marche pas. Alors on sait que Boris, des fois, il a des retards à l'allumage. Non, mais il sort sur son dernier match, là. Ça a été mieux avec plus de 10 points, 11 points et tout. Donc voilà, mais c'est important si le Jazz, dans sa quête de play-off, ça fait longtemps qu'ils y sont plus, Boris a un vrai rôle à jouer. Et c'est pour ça que Kirk Snyder l'a remis quand même dans le 5 parce qu'il sait qu'il va avoir besoin d'un mec comme ça avec autant d'expérience. À Portland, pour vous, c'est Evan Turner qui, lui, est une mauvaise recrue. 70 millions. Il vient de Boston, lui. Ouais, 70 millions qui sortait d'une bonne saison en sortant du banc dans un rôle de poste 3 meneur en même temps. Il arrive pour essayer de suppléer, à donner un peu de corps au banc des Blazers. Aujourd'hui, c'est 8,8 points, 4 rebonds, 2,6 passes. Mais surtout, c'est dans le jeu. Alors, tu vois, c'est toujours pareil. On fait ce truc de naze, il met des 19 points, des 17 points. Il est relou sur la dernière semaine. Mais il n'empêche, voilà, nous, c'est des gars qui mettent du temps à s'adapter à leur nouvelle équipe, alors qu'on les attendait tout de suite. Là, aujourd'hui, ils payent aussi le bilan des Blazers, qui n'est pas top
pas top en ce début de saison. Donc voilà, c'est peut-être de son côté à lui qu'il faut regarder parce que les deux devant lui font des stats, ils font plus de 25. Est-ce qu'un mec comme Evan Turner qui a besoin d'avoir autant la balle et tout, est-ce que c'est un bon fit de prendre derrière un Lillard, McCollum? Ouais, mais peut-être, mais c'est pas. En tout cas, moi je pense que pour l'instant c'est un peu une erreur. C'est un super joueur, mais qui derrière Lillard. Tu peux avoir 3 mecs dans une équipe qui portent la balle quand même. Ben, la preuve que, enfin, là, en tout cas, ça ne fit pas avec lui. Il a peut-être besoin d'avoir plus de responsabilités, de se sentir un peu plus concerné, même si ça va un petit peu mieux ces derniers temps. Ça défend plus derrière. C'est une équipe qui est en train d'exploser, notamment défensivement. Peut-être qu'il aurait peut-être fallu un meneur, un plus défenseur, plus organisateur. Voilà. Non, chez les Golden State, c'est Zaza Pachulia qui ne vous convainc pas. Ah non, Zaza, ça ne convainc pas du tout. Bogut, on se souvient que c'était la pierre angulaire du jeu, qualité de passe, chef de la défense, dissuadeur. Et là, ils vont chercher Zaza. Alors Zaza, il est gentil, il met la tête là où toi, tu mets pas la main. Mais bon, au bout d'un moment, on joue au basket et le pauvre est dans ce jeu-là où ça court dans tous les sens et tout. Il est perdu. C'est pas un mauvais joueur de basket après. Mais non, c'est pas un mauvais joueur de basket. Mais là, ça court à 200 à l'heure, ça se passe en l'air, ça se passe à l'extérieur. Le pauvre, tu vois, c'est trop vite pour lui. Quand on dirait un mec bourré en fin de soirée, toi, vas-y, tu sais qu'il veut parler à des meufs. En fait, il n'y a pas une meuf qui s'arrête. C'est bon. Et il reprend des shots, On parle quand même de la meilleure équipe en ce moment de NBA. Tu es en train de me dire que c'est le mauvais fit, leur pivot titulaire. Moi, je pense que c'est un mauvais fit. Je pense que c'est un mauvais à terme. Après, autour de lui, il y a quand même de la viande énorme. Donc, mais lui, en tout cas, c'est le mauvais fit. Et j'espère très vite que Javal Magui va au moins finir les matchs. Bon, et ben voilà pour le top 5 des pires recrues de l'intersaison. Nous, on passe à la rubrique All-Star, All-Star. In overtime, and Michael has the ball, again guarded by Shawn Marion. The fadeaway. Toutes les semaines, on vous parle de ce qui nous a émoustillés, émus, déçus, émoustillés. Après Tinder émoustillé, les gars, calmez-vous. Ah, c'est vrai, ça change cette émission. Alors, Erwan, qu'est-ce que tu as retenu cette semaine? Alors, on va parler de basket, c'est quand même plus intéressant. Moi, ce que j'ai retenu, c'est quand même ce dunk à l'entraînement de Zach LaVine. Et là, je vais avoir besoin de ton analyse d'expert de sauteuse en longueur et de triple sauteuse. Regarde-moi ça. Okay. Alors, est-ce que tu peux nous analyser, toi, un petit peu, qui t'as entraîné longtemps et qui a fait ça, des sauts un peu comme ça toute ta carrière, est-ce que tu peux nous dire… Là, il prend plutôt un appel de sauteur en hauteur plutôt que de sauteur en longueur. Rien à voir, là. Voilà. Merci, Erwan. C'est plutôt un appel de sauteur en hauteur parce qu'on voit bien qu'il transforme sa vitesse verticale en vitesse… sa vitesse… verticale en vitesse horizontale, oui c'est ça. Donc ça ressemble plutôt à un saut de saut en hauteur, mais évidemment c'est magnifique. Est-ce que tu penses que ce mec-là pourrait aller au JO Ouais, mais ça fait partie de… Il y en a un qui s'appelle Donald Thomas, qui était basketteur universitaire et qui est le seul sponsorisé par Jordan aujourd'hui en athlée. Et lui, c'est fou quand on le voit débarquer sur les pistes d'athlée, on se demande, c'est un peu l'ovni. Il a gardé son style basketteur avec le style athlète. Genre baggy, tresse. Ouais, avec le bandeau, je te jure, c'est un peu… Le style athlète, il est très dur en même temps. Entre leggings et shorts… Non, je te permets pas. Non, pas du tout. Cycliste Atemi, chaussettes fluo, faut arrêter les gars. Pompe Décathlon. L'hiver, c'est n'importe quoi. Ça court quand il fait nuit. C'est vraiment n'importe quoi les athlètes. Juste jaloux de nos cœurs de rêve, c'est pas grave. Alors et toi, ton star, c'est quoi? Moi je vais revenir au basket parce que c'était bien l'athlète, mais Devin Booker, là on parle de vrai basketteur. Je m'en fous qu'il puisse courir, sauter. Là on parle de vrai basketteur, un shooter. Et puis surtout, dans le jeu, quelque chose du… Tu vois, vraiment, il sent les choses, les pick and roll, petite passe, petit dunk. Non, vraiment, Devin Booker, c'est mon gars en ce moment. C'est pour ça que se décarcasse Devin Booker, le mec, je me serais cru qu'il présentait un truc de bouffe, quoi. Enfin, venant de toi, ça ne me surprend pas. Donc Devin Booker. Ah, mais j'aimerais beaucoup qu'on parle de bouffe. J'ai plein de trucs à raconter. Bon, ok. Plein de trucs à manger, surtout. Moi, j'ai envie de saluer quand même le retour de Yann Maïmi sur les parquets. 14 minutes seulement de jeu, mais bon, écoute, c'est ce qu'il faut. Après 6 semaines de rééducation pour son genou gauche, moi, je suis vraiment super contente. Qu'est-ce que ça change pour vous, d'ailleurs, qu'il revienne? Ça va mettre un petit peu de dureté dans le banc. On sait que Marcin Gortat s'était plaint du banc des Wizards, le qualifiant de pire banc de la Ligue. C'est bien d'avoir un mec comme ça. Alors là, il n'est pas titulaire comme il l'était aux Pacers, mais c'est un mec qui va amener de la dureté, qui va jouer juste, qui va rien demander. Il en faut des mecs comme ça dans une équipe qui est en brave galère et qui manque de soldats. Après, je suis pas sûr qu'il en faille des mecs comme ça à 64 millions. Hein. C'est ça qui… 64 millions aujourd'hui, Thomas, ça vaut 20 millions il y a 2 ans. Donc au final, remettons les choses. Gros, les contrats, ils explosent. J'entends. 64 millions, ça me paraît quand même énorme. Mais bon, c'est surtout que je te donne 64 millions, tu les prends et tu te poses pas la question. Thomas, 64 millions ou pas, Yann Maïmi est un soldat, ça sera jamais Joel Embiid ou Hakim Olajuwon. Oui, mais sauf que là, je ne parle pas du choix de lui avoir donné, lui qui l'est signé. Je suis en train de te dire. Tu penses qu'à l'argent. Mais alors? Tu es un garçon vénal. Exactement. Une femme vénale, même la nuit. On en apprend des choses aujourd'hui. Bon, et les Paul Star, du coup? Moi, le Paul Star, c'est la défense. La défense de l'OM.
Eh, mon gars, tu m'as fait rêver. Et hein. sinon, NBA, bon, du c'est bon, NBA. Mais non, la NBA, on s'en fiche. Bon, on a La perdu. défense de l'OM, j'avais mes remerciements, il faut que je les récupère. Bon, moi, je vais parler pendant ce temps-là. Bon, alors là, c'est du basket. Donc, Bradley Beal a tenté d'étrangler Evan Fournier au dernier match entre Washington et Orlando, et il a pris que 15 000 $ d'amende, donc tranquille. Tu insultes les arbitres, tu prends 25 000, tu étrangles un mec dans un match, tu prends 15 000, normal. Bradley Beal, faut pas qu'il vienne jouer en France à Bercy, on va l'attendre nous. Qu'est-ce que tu étrangles des Français comme oui, ça? il est T'as fou, cru qu'on était qui nous? On va te faire des vidéos Instagram nous aussi, tu sais. C'est clair. Oh le beauf. Moi sinon, ce qui m'a choqué, enfin ce qui me choque de plus en plus, c'est le manque d'originalité, le manque de créativité des célébrations après les points. Alors Marc Gasol, bon ok, ça marche, mais après Zaza Pachulia, on sait pas ce qu'il fait, l'autre il se tape les fesses. Non franchement les gars, je pense qu'ils ont besoin de vous. Non, je pense qu'ils ont besoin de votre créativité pour leur créer un truc après les deux. On a du taf, hein. Ouais, parce que là, tu vois, nous on va pas le faire, mais vous faites-le. Vous faites-le chez vous, envoyez-nous vos meilleures célébrations d'après-match, d'après-panier. Ouais, horrible. DRK. C'est horrible. Pour vous servir. Bon les gars, je suis vraiment désolée, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, laquelle? Oula, ouais. Bon, la mauvaise. Bon, la mauvaise, c'est que c'est quasiment la fin de l'émission, mais la bonne, c'est que c'est l'heure des remerciements des rois. Good call, good call. Yeah. Allez, envoie la Smoule Pierrot. Le premier à remercier, c'est notre ami Kevin Grevet. Il avait beaucoup de qualités, mais il jouait très peu parce qu'il était très vite grevé. Et du coup, j'allais dire, il a grevé, mais non. Mais Toi, c'est morbide, hein. Et notre deuxième ami, c'est Peter Gudmundsson. C'est que les Islandais, avant de faire des claps à l'euro, ils envoyaient des mecs en NBA avec une vraie nuque longue, d'accord? J'ai mal à teuter depuis. Après, bon shooter de lancer franc, 82%, c'est respectable pour Péture. Ça s'appelle quand même Péture. Ouais, il en a shooté 4 aussi dans sa carrière de lancer franc, c'est pour ça. bon, c'est la fin de cette émission, évidemment. On remercie tous ceux qui nous aident à. Faire Péture, bonhomme en mousse. Jusqu'à maintenant, il continue, mais. Péture, Ok, bon. Mais il faudrait que tu arrêtes avec les remerciements, parce qu'après l'émission, ça sera trop tard, tu pourras plus les dire. Jamais je n'arrêterai. Jamais. Bon, ben jusqu'au bout, en tout cas, nous, merci de nous avoir suivis. On remercie évidemment tous ceux. Toute l'équipe. Ah On les connaît. Ils sont au moins 20, donc. Petit Yoshi et Kirby aussi. Oui, nos amis qui nous ont Son accompagnés. père était dans la night, si jamais il n'est pas venu me chercher à l'école, c'est moi qui m'en occupe. Je sais, c'est dur. Bon, babysitter aussi, babysitter Erwan. Au programme de la chaîne de ce First Team, évidemment, tous les matins, il y a celui qui vous donne les cernes, et puis tous les lundis, il y a le First Talk. Et attention, Cette semaine, normalement, si tout va bien, bon bref, on va communiquer. On a réunion là, on va aller voir. On espère qu'on aura tout ce qu'il faut pour faire l'émission jeudi. Bon, sinon, abonnez-vous, évidemment, les gars. Il faut s'abonner On à est Twitter. presque à 6 000 sur Twitter, abonnez-vous. On est presque à 10 000 sur Facebook. On a besoin de votre aide, de votre soutien et sur YouTube aussi. Bon, mais merci pour tous vos commentaires. Merci de nous suivre tous les jours au quotidien. Et puis merci de liker, de diffuser, de partager. Et puis nous, on vous dit forcément à la semaine prochaine. Allez, bye.